Depuis la révolution industrielle, les innovations ont cessé de faciliter la vie à cette espèce qui domine la Terre, Homo sapiens. Ceci n'est pas sans conséquence. En l'espace de 200 ans, la concentration en CO2 atmosphérique a presque doublé. De même, les océans sont devenus 30% plus acides, ce qui constitue une menace énorme pour les crustacés et les coraux. L'Antarctique, quant à lui, perd à l'heure actuelle 3 à 7 mètres d'épaisseur de glace par an. Chaque semaine, des dizaines d'espèces disparaissent à cause de nos exploitations et de la dégradation des habitats. Tout ceci est une triste réalité, causée par nos modes de transport, notre consommation en eau, en électricité et en nourriture. Heureusement, de nombreuses alternatives voient le jour pour essayer de diminuer la pression qu'on applique sur la Terre, en améliorant ces différents modes non durables. En ce qui concerne l'alimentaire, l'agriculture biologique, durable ou encore la permaculture commence à prendre de l'ampleur. Mais avez-vous déjà entendu parler de l'aquaponie ? Il est possible que ce ne soit pas le cas. En effet, c'est encore assez jeune dans l'agriculture, et de nombreuses études doivent encore être faites. C'est pour cette raison que 4 étudiants de l'ULB sont venus prêter main forte à cette nouvelle alternative, qui est l'aquaponie. Choose your scientist. Option 1. Edward. Option 2. Camille. Option 3. Audrey. Option 4. Attila. Let the science begin. L'aquaponie est un système qui peut être séparé en 3 éléments majeurs. L'agriculture où les plantes sont cultivées, l'aquaculture où les poissons vivent et produisent leurs déchets, et enfin les bactéries qui transforment ces déchets en matière utilisable pour les plantes. À première vue, ce système a l'air autofonctionnel. Mais attention, il ne faut pas oublier les différentes pompes à eau. Celles-ci doivent être alimentées en électricité pour assurer le mouvement de l'eau entre les différents compartiments du système. De plus, n'oublions pas l'oxygénation de l'eau des poissons, qui ne peut se faire sans électricité. Ensuite, il ne faut pas oublier la problématique de la nourriture des poissons. D'où vient-elle ? Est-elle écologique comme le reste du système aquaponique ? C'est à cette question que notre projet s'est intéressé. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. Quelle fut la première civilisation à inventer l'aquaponie ? Les Romains ? Les Grecs ? Ou bien les Belges ? Eh bien, il semblerait plutôt que l'aquaponie soit apparue plusieurs fois dans l'histoire humaine. Une première fois avec la civilisation chinoise, où les cultures en rizière se combinèrent avec l'élevage de poissons. Une autre fois avec la civilisation aztèque, qui a également contribué à l'histoire de l'aquaponie. En effet, ceux-ci cultivaient sur des îles artificielles, les chinampas, qui étaient alimentées non pas par des déjections de poissons, mais par des déjections humaines. Aujourd'hui, la version moderne de l'aquaponie nous vient des travaux du Dr McMurtry, venant de l'Université de la Caroline du Nord et des travaux de The New Alchemy Institute. Mais techniquement, comment ça marche tout ça ? Eh bien, c'est relativement simple. En premier lieu, il nous faut un aquarium ou un grand bassin dans lequel nos poissons vont pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, il faut assurer une bonne acclimatation des poissons en prévoyant une eau propre et peu minéralisée qu'on rajoute progressivement dans le bassin contenant les poissons. Tout cela permet d'éviter le choc osmotique et de donner le temps à nos poissons de s'adapter à leur nouveau milieu dans lequel ils vont pouvoir nager librement et se nourrir.
Cet environnement artificiel est cependant peu propice à la reproduction des poissons, mais occasionnellement, elle peut être observée chez certaines espèces. Bref, toute cette dépense d'énergie nécessite donc une alimentation équilibrée, généralement à base d'extraits de plantes, qu'on peut facilement obtenir dans des magasins spécialisés. Enfin, il faut tout mettre en œuvre pour maintenir une température supportable pour le type de poisson qu'on élève, mais aussi assurer une bonne oxygénation de l'eau. Généralement, cela se fait en incluant une pompe à air connectée au bassin. Pour que le milieu reste habitable, il faut évacuer les déchets, notamment les rejets de substances azotées dans l'eau. On retrouve deux principaux types de déchets azotés produits par les poissons. Les fesses, solides et expulsés par l'anus, et l'ammoniac, dissous et expulsé par les branchies, ainsi que présent dans l'urine. Les fesses en suspension dans l'eau peuvent causer de nombreuses maladies si elles sont présentes en trop grande quantité. C'est pourquoi il est recommandé d'insérer un filtre mécanique dans le compartiment à poisson. L'ammoniac, quant à lui, provient du catabolisme des protéines consommées et est très toxique pour tout type de poisson, et ce même à faible concentration. D'autres substances azotées, comme les nitrates, mais surtout les nitrites, sont aussi toxiques pour les poissons. En effet, les nitrites, au même titre que l'ammoniac, ont tendance à irriter les branchies des poissons, ce qui peut conduire à des problèmes respiratoires par exemple. C'est ici qu'intervient le deuxième élément technique de notre système aquaponique, à savoir le bac à plantes. Ce dernier se situe à proximité du bassin contenant les poissons, mais légèrement plus bas, et est connecté à celui-ci par un simple tuyau. L'eau provenant du bac à poissons, chargée en déchets métaboliques azotés, peut alors s'écouler dans le bac contenant les plantes par simple gravité. Ces plantes sont cultivées hors sol, sur un substrat constitué de billes d'argile. Ces billes sont le lieu de fixation de bactéries nitrifiantes, du genre Nitrosomonas, et de bactéries nitriques, du genre Nitrobacter. Ensemble, elles procèdent à la nitrification, c'est-à-dire l'oxydation de l'ammoniac en nitrite puis en nitrate. Les bactéries permettent donc de transformer les déchets toxiques en nitrates assimilables pour les plantes. L'introduction préalable d'ammoniac et de bactéries nitrifiantes dans le compartiment permet donc la mise en place de l'équilibre du processus de nitrification. Ensuite, nos végétaux vont pouvoir puiser leurs ressources dans l'eau chargée en éléments nutritifs assimilables et croître comme bon leur semble. Oui, mais après. L'eau est bien débarrassée des éléments néfastes pour les poissons, mais il faut bien qu'elle retourne chez eux pour boucler la boucle. Cela se fait généralement par transfert de l'eau dans un bassin tampon, par exemple via un siphon à marée qui assure une vidange et un remplissage en alternance du bac à plantes. Ce système permet aux racines des plantes d'être immergées et d'être à l'air libre à intervalles réguliers, afin d'assurer une bonne oxygénation des racines. Il permet aussi de maintenir le niveau d'eau du compartiment à poissons, car en effet, ce bac tampon est aussi connecté au compartiment à poissons via une pompe à eau. Finalement, à l'équilibre, ce système est presque totalement autonome. Les seuls intrants sont la nourriture donnée aux poissons, ainsi que l'énergie électrique et physique nécessaire au bon fonctionnement du système. Mais dans les faits, quelques inconvénients peuvent être rencontrés. Par exemple, il se peut que des nutriments viennent à manquer ou que la qualité de l'eau ne soit pas idéale. Cela peut conduire à des maladies ou des carences chez les plantes comme chez les poissons. Il faut donc une surveillance complète et régulière du système. Néanmoins, un tel système d'agro-aquaculture semble être une alternative pertinente, tout particulièrement dans le contexte socio-économique et climatique global actuel. Il est aussi facile à mettre en place, à petite comme à grande échelle. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement de l'aquaponie, pourquoi pas l'installer chez vous? Mais oui, Jamy, ce n'est pas si compliqué. C'est comme élever des poissons. Il nous faut un aquarium, une pompe et des poissons. Ensuite, c'est comme faire un petit potager. Il faut quelques plantes, que ce soit du basilic ou des tomates. Et hop, vous voilà avec votre spaghetti bolognaise. Plus sérieusement, il vous reste juste à relier les bassins et à rajouter quelques bactéries et le tour est joué. Ce n'est donc pas que réservé aux scientifiques ou à l'industrie. Vous, derrière cet écran, vous pouvez aussi participer. Vous pourrez ainsi, à petite échelle, contribuer au problème de la surpêche, de l'abus de pesticides ou de la pollution agricole, tout en profitant d'un apport de légumes, de fruits et de poissons. Mais avant de vous montrer comment réaliser ce système aquaponique, laissez-nous vous parler de ses avantages et désavantages. L'aquaponie est donc un système qui regorge de nombreux avantages.
Tout comme l'agriculture biologique, elle n'utilise pas de fertilisants chimiques, pesticides ou herbicides ayant des impacts néfastes sur les sols et biotes. Elle a donc un impact très faible sur l'environnement. En effet, il s'agit de systèmes circulaires où ne peuvent pas entrer de produits toxiques sous peine de tuer les poissons. Cela est un avantage majeur au niveau de la pisciculture, puisque l'eau ne peut pas être polluée, les poissons seront donc bio et parfaits pour la consommation. De plus, le système produit son propre fertilisant. L'ammoniac contenu dans les déjections des poissons sera transformé en nitrate, un nutriment très important pour les plantes. Même la boue, issue de la filtration de l'eau par les pompes, peut être gardée pour fertiliser les plantes de terre. Plus besoin donc de nourrir les plantes avec des fertilisants chimiques, ce qui évite une dépense en plus et permet d'avoir des fruits et légumes bio. Il y a aussi une utilisation maximale des nutriments produits, puisque plus de 70% sont absorbés par les plantes, ce qui leur donne une très bonne valeur nutritionnelle. Cela permet également une croissance plus rapide des plantes, constamment en contact avec de l'eau riche en nutriments. Les poissons, eux aussi, grossissent très vite. Il s'agit d'une production fiable et constante de nourriture, qui est donc très rentable et pratique lorsqu'on a envie de faire pousser beaucoup de fruits et légumes à la maison. Un autre avantage très important dans un système bien équilibré est l'économie d'eau, puisqu'il n'y a besoin ni de changer l'eau des poissons, ni d'arroser les plantes. L'eau est en effet recyclée. L'ammoniac excrété par les poissons est transformé en nitrate, absorbé par les plantes. Les seules pertes d'eau sont liées à l'évaporation, qu'il est encore possible de récupérer, et à l'absorption par les plantes. La facture d'eau à la fin du mois ne sera donc pas tellement plus chère après avoir mis en place un système aquaponique chez soi. L'aquaponie a encore pour avantage d'exiger peu de surface de culture. Les plantes peuvent être plantées très proches les unes des autres, n'ayant quasi pas de racines, ce qui réduit la compétition entre elles et augmente le rendement. Ce type de culture ne dépend pas de la fertilité du sol et peut être installé partout. Il nécessite seulement de l'électricité et de l'eau. C'est donc idéal pour les pays peu fertiles ainsi que pour la culture en ville, comme par exemple sur le toit d'un immeuble ou la terrasse d'un appartement, où il ne serait normalement pas possible d'avoir un potager. Cela permet aussi d'avoir une nourriture plus locale, ce qui diminue la concentration en CO2 produit par les transports. Un bel exemple de cela est la ferme Bay au centre de Bruxelles, sur les toits du marché Foodmet. C'est une des plus grandes fermes aquaponiques d'Europe, avec des cultures de 2000 m². Ils utilisent pour leur système de l'eau de pluie ou issue d'un forage, et leur consommation en électricité est en partie compensée par des panneaux solaires. Ils ont aussi une pompe à chaleur provenant du système de réfrigération du Foodmet, ainsi qu'un chauffage au gaz, si besoin, dont le CO2 est récupéré pour la photosynthèse des plantes. Un système similaire peut être mis en place à bien plus petite échelle chez des particuliers, comme expliqué précédemment par Attila. Cela permet à des familles d'avoir leur propre petite culture de fruits et légumes et de poissons sans devoir aller les acheter au supermarché. D'un point de vue économique, le système demande un investissement financier initial. Mais ensuite, son coût de fonctionnement est faible, et pour cause. Aucune dépense en fertilisants et autres produits n'est nécessaire. Pas besoin de préparer le sol, ni de payer un éventuel jardinier. Un système avec autant d'avantages n'est-il pas louche? En effet, rien n'est parfait. Où se cachent donc les inconvénients? Malheureusement, certaines plantes ne sont pas cultivables en aquaponie, principalement les plantes tubéreuses, comme les pommes de terre, carottes ou radis, qui ont besoin de pousser assez profond dans le sol, qui est ici remplacé par de l'eau. Le coût peut également être un problème. En effet, le coût initial de mise en place du système peut être considéré comme assez élevé par certaines personnes, ce qui peut en décourager plus d'un à le mettre en place. Un kit d'aquaponie coûte environ 400 €, mais il est toujours possible, avec un peu de bricolage et de récupération, de créer son propre système pour moins de 200 €. La consommation en électricité peut aussi être très importante, s'il faut constamment chauffer l'eau en plus de faire tourner les pompes. Mais il est toujours possible d'investir dans des panneaux solaires ou des éoliennes afin de limiter le coût et l'impact sur l'environnement. Ce problème peut également être évité dans les pays chauds où il n'est pas nécessaire de chauffer l'eau des poissons, ou de choisir d'élever les poissons d'eau froide dans des pays au climat tempéré comme le nôtre. L'équilibre du système peut être relativement compliqué à mettre en place, car l'ensemble repose sur le bon fonctionnement d'un mini-écosystème dans lequel interagissent des plantes, des animaux et des bactéries. Si un des trois a un problème, c'est toute la boucle qui est compromise. On a tendance à décrire le cycle de l'aquaponie comme un système fermé qui fonctionne comme une boucle eco-friendly. En réalité, ce n'est malheureusement pas le cas. Les poissons doivent être nourris à partir d'éléments provenant de l'extérieur de la boucle. Les poissons en aquaculture sont généralement nourris avec un mélange de farine de poisson et de soja. Le soja est cultivé en masse et a une forte empreinte carbone. Il nécessite beaucoup d'espace et est une des principales causes de déforestation.
Le coût de la farine de poisson a par ailleurs fortement augmenté ces dernières années, suite à la diminution de poissons disponibles. La nourriture des poissons est donc l'élément faible de l'aquaponie. Mais alors, quelle est donc la solution miracle pour nourrir les poissons? Ne pas les nourrir, ce serait la mort assurée. Leur donner de la terre, ce n'est pas très efficace. Leur donner un insecte? Mais enfin, quelle idée saugrenue! Et pourtant, c'est bien la meilleure solution à ce jour. En effet, les insectes sont des animaux très riches en protéines, faciles à produire et présents en masse sur la Terre. Pour cette étude, c'est plus particulièrement une mouche qui a été choisie. Non, pas celle-ci qui fait du bruit, mais bien elle, son nom, la mouche soldat noire. Mais rassurez-vous, elle est inoffensive. Ce sont d'ailleurs ses larves qui sont intéressantes. Celles-ci peuvent se nourrir de matières organiques très diverses, telles que du fumier, des restes de cuisine ou des végétaux. Elles ont la capacité de transformer ces matières très pauvres en protéines et en lipides. Plutôt cool, non, pour une mouche? Puisqu'on parle de cool, voyons de plus près le cycle de vie de cette étrange mais formidable mouche. Pour commencer, la mouche pond ses œufs dans de la matière organique, comme du compost. Les larves vont ensuite se nourrir de cette matière jusqu'à atteindre leur taille et poids maximum. Une fois cela fait, elles vont chercher un endroit sec pour se métamorphoser en nymphes. Juste avant cette métamorphose, les larves sont prises pour nourrir par exemple des poissons. Maintenant que vous connaissez le cycle de la mouche, pourquoi ne pas en élever chez vous pour nourrir vos poissons? En effet, c'est assez simple et c'est même l'objet du projet Value Bugs. Notre travail s'inscrivait dans le cadre de ce projet. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un projet de recherche participative citoyenne mis en place par un groupe de citoyens, des chercheurs de l'ULB et des associations bruxelloises. Le but de ce projet est d'étudier les possibilités d'élevage de ces larves à domicile à partir d'épluchures de cuisine ou des restes et de les utiliser comme nourriture pour des animaux comme les poules, les chiens, les chats et les poissons. Les techniques d'élevage mises au point sont très simples mais très efficaces. Je vous invite à vous rendre sur le site web si cela vous intrigue. Les larves utilisées pour nos expériences ont donc été produites par ce projet. Et une fois récolté du compost, nous, étudiants en biologie de l'ULB, nous sommes occupés du reste. Il a fallu placer les larves au congélateur pendant 30 minutes pour les tuer de la manière la plus douce qu'il soit. Ensuite, nous les avons étalées sur une plaque, puis mises au four pendant 48 heures à basse température pour les sécher. Simple comme une recette de cuisine, non? Cette partie, on est d'accord. Mais qu'en est-il de notre expérience? Ces larves sont-elles vraiment une alternative comme nourriture de poisson? Nous avions ces larves, mais il nous manquait encore les poissons. Après réflexion, nous avons décidé de prendre des carpes. En tant qu'étudiant en biologie, nous avons testé pour vous la mise en place d'un système aquaponique familial dans les serres de l'ULB. Ainsi, pour réaliser ce système, il y a plusieurs étapes. Première étape, trouver des poissons et un aquarium. Plusieurs espèces de poissons existent, il faut donc choisir intelligemment. Nous avons décidé de prendre des carpes. En effet, celles-ci sont assez simples à se procurer, puisqu'on en retrouve en Belgique. Aussi, elles sont très tolérantes au changement de température de l'eau, ce qui est un aspect assez pratique pour de l'aquaponie familiale. Certains anciens diront « Mais enfin, la carpe c'est un goût de vase !» Eh bien non. En effet, la carpe a ce goût lorsqu'elle se développe dans un étang. Mais ici, la carpe est élevée dans de l'eau propre. Ainsi, la saveur de ce poisson montre tout son potentiel culinaire. Il suffit alors de remplir votre aquarium d'eau et d'y mettre les carpes, en n'oubliant pas de les acclimater. Ensuite, il reste à ajouter une pompe à air. Deuxième étape, ajouter le bac à plantes. Une fois les poissons bien en place, il faut relier l'aquarium à un bac à plantes contenant par exemple du basilic et des tomates plantées dans des billes d'argile. Troisième étape, ajouter le bac tampon. L'eau du bac à plantes doit passer par le bac à tampon avant d'être ramenée à l'aquarium par une pompe. Ce troisième bac n'est en réalité pas indispensable, mais il permet l'utilisation du système amarré dans le bac à plantes, tout en maintenant le niveau de l'eau constant dans le bac à poissons, ce que ces derniers apprécient particulièrement. Quatrième étape, nourrir les poissons. Concrètement, il suffit d'élever et de sécher les larves comme nous l'avons expliqué précédemment. Cinquième étape, analyser les résultats. Une fois le système mis en place, il est important de contrôler la qualité de l'eau et l'état des poissons.
En théorie, tout devrait se passer correctement. Pour nous, ce ne fut pas aussi simple. Nous avons dû faire face à de nombreux problèmes. Pompes cassées, problèmes de filtration, manque de bactéries, forte concentration en azote. Nos poissons ne voulaient plus manger et ne montraient quasi plus aucun signe d'activité. C'était un peu la panique pour nous. Après plusieurs semaines d'analyse et grâce à l'aide de techniciens de l'ULB, la qualité de l'eau a fini par être correcte. L'expérience a alors pu commencer véritablement et les poissons ont pu être nourris, mais pendant une seule semaine. En effet, à cause de l'épidémie de SARS-CoV-2, nous n'avons pas pu continuer notre expérience, ni obtenir de résultats concrets ou valides. Toutefois, plusieurs études ont montré que les larves de la mouche soda noire constituent une alternative viable à la nourriture traditionnelle quand elles représentent 50% de l'alimentation des poissons élevés en aquaponie. Malgré cela, il est clair que les insectes et l'aquaponie, qu'ils soient ensemble ou non, joueront tous deux un rôle clé dans le futur agroalimentaire de l'homme. Les insectes, grâce à leur développement très rapide, seront de véritables alternatives aux protéines animales traditionnelles. De même, l'aquaponie, par son économie d'eau, son engrais naturel et l'absence totale de pesticides, occupera, sans aucun doute, une place de choix parmi les cultures durables de demain. Et vous, derrière votre écran, vous pouvez participer à cette révolution plus que nécessaire. Manger bio, manger local, participer à Value Bugs ou encore réaliser son système aquaponique. Les possibilités sont multiples et n'attendent que vous.